Mon verre s'est écrasé sur le parquet ciré du chalet, le champagne éclaboussant le bois précieux. Le son aigu du cristal brisé a fait taire les conversations polies dans le hall somptueux. Les mots du réceptionniste résonnaient encore. Mademoiselle Dumont, je suis désolé, mais je ne trouve aucune réservation à votre nom. Derrière moi, les talons de ma sœur, Solange, ont claqué sur le sol. Je n'ai réservé que pour notre vraie famille, a-t-elle lancé, sa voix portant délibérément, alors que mes parents détournaient le regard, feignant d'ignorer mon humiliation. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit. La justice ne faisait que commencer. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Avant de plonger dans les détails de ce Noël que je ne suis pas prêt d'oublier, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires peuvent voyager. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Le trajet depuis Paris avait été long. J'avais enchaîné des semaines de 70 heures sur un projet d'éthique en intelligence artificielle, et je m'étais forcé à attendre ce Noël avec impatience. Courchevel 1850. Le sommet du luxe, choisi non pas par moi, mais par ma sœur Solange, dont le goût pour l'opulence dépassait de loin ses moyens financiers. Je suis entré dans le hall du chalet 5 étoiles. Une cheminée monumentale rugissait, des lustres en bois de serre éclairaient des canapés en cuir profond. Je me sentais déjà décalé. Mon manteau en cachemire Loro-Piana beige était sobre, élégant, mais silencieux. Quelques secondes plus tard, Solange est descendue, ou plutôt, a fait une entrée. Elle portait une combinaison de ski Fusalp fuchsia, couverte de logos, un sac Dior blanc neige à la main. Oh, Léonie, lança-t-elle d'une voix mielleuse. Tu es enfin là. Tu es toujours habillée comme si tu allais à une réunion à la Défense. Ici, il faut briller un peu, tu sais. J'ai poliment ignoré la pique. Bonsoir, Solange. Bonsoir maman, bonsoir papa. Mes parents, Hervé et Martine, m'ont fait un signe de tête distrait, plus intéressés par la coupe de champagne qu'on leur tendait. J'étais habitué. J'étais le mouton noir de 33 ans, la fille qui avait réussi par elle-même, celle dont l'indépendance financière semblait être une insulte personnelle à leur mode de vie basé sur les apparences, l'argent de mon grand-père. Je me suis approché du bureau en chêne massif. Le réceptionniste, un homme élégant nommé Jean-Pierre, m'a souri. Bonsoir, madame. Puis-je avoir votre nom? Léonie Dumont, ai-je dit, en tendant mon passeport. Son sourire s'est légèrement crispé. Il a tapoté sur son clavier. Dumont. Je vois des réservations pour M et madame Dumont, et pour madame Solange et sa famille. Il a froncé les sourcils. Mais, mademoiselle Dumont, je suis désolé, mais je ne trouve aucune réservation à votre nom. Le silence est tombé. C'est à ce moment-là que le verre que je tenais, un verre de bienvenue offert par le personnel, m'a glissé des doigts. Crac. Ma main n'a pas tremblé de tristesse. Elle a tremblé d'une rage froide et familière. Une image m'a traversé l'esprit, moi, à 10 ans, pleurant devant ma maquette de système solaire, celle qui m'avait fait gagner le concours de sciences. Solange venait de la briser. Et elle avait dit à mes parents que c'était moi. Ils l'avaient cru. Oh, comme c'est étrange, la voix de Solange a transpercé mes pensées. Elle s'est approchée, son parfum envahissant. En fait, ce n'est pas étrange du tout. C'est moi qui ai fait les réservations. Elle a marqué une pause pour s'assurer que tout le hall l'écoutait. Et je n'ai réservé que pour notre vraie famille. J'ai tourné la tête. Mes parents, Hervé et Martine, m'avaient tourné le dos. Ils regardaient fixement la cheminée, comme si elle contenait la chose la plus fascinante au monde. Mon humiliation était totale. Publique. Calculée. Une chaleur est montée dans ma poitrine, mais mon visage est resté de glace. J'ai regardé Solange droit dans les yeux. Puis j'ai regardé Jean-Pierre, le réceptionniste, qui semblait mortifié. Je comprends, ai-je dit d'une voix calme, presque clinique. Dans ce cas, je vous souhaite un joyeux Noël. J'ai fait demi-tour. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commandé un taxi. Solange était abasourdie. Elle s'attendait à des larmes, à des supplications, à un scandale. Ma dignité la désarmait. Mais, Léonie,
Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ne gâche pas Noël. Je n'ai pas répondu. En passant la porte vitrée massive, j'ai aperçu ma nièce de 7 ans, Amandine. Elle se cachait derrière l'immense sapin de Noël, les yeux grands ouverts. L'expression de son visage est la seule chose qui m'a pincé le cœur cette nuit-là. Le Mercedes Classe V glissait en silence sur la route enneigée, descendant de l'exclusivité de Courchevel 1850 vers une altitude plus modeste. Le chauffeur n'a pas posé de questions. J'avais demandé à être conduite à un hôtel 4 étoiles à Moutier, un établissement moins ostentatoire que j'avais secrètement réservé, au cas où. Quand on a une famille comme la mienne, on apprend à toujours avoir un plan B. L'indépendance n'est pas seulement financière, c'est une stratégie de survie. Je m'appelle Léonie Dumont. J'ai 33 ans. Je suis consultante en éthique de l'intelligence artificielle pour une grande entreprise technologique à Paris. Mon travail consiste à anticiper les risques, à voir les failles dans les systèmes avant qu'ils ne s'effondrent. C'est ironique, car ma propre famille est le système le plus défaillant que je connaisse. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai finalement laissé ce système s'effondrer sur lui-même. J'ai toujours été le mouton noir. La fille, trop sérieuse, trop intello. Celle qui lisait des livres de programmation pendant que Solange, de 3 ans mon aînée, apprenait à utiliser le chantage émotionnel pour obtenir ce qu'elle voulait. Mes parents, Hervé et Martine, étaient déconcertés par moi. Mon succès, construit sur des bourses d'études et un travail acharné, les mettait mal à l'aise. Ils mettaient en lumière leur propre superficialité. Solange, en revanche, était leur chef-d'œuvre. Elle se présentait comme organisatrice d'événements de luxe, mais n'avait pas de société. Elle était une influenceuse Instagram dont la principale compétence était de dépenser. Et elle avait de quoi dépenser. Notre grand-père, Baptiste Dumont, un magnate du transport maritime à la retraite vivant à Marseille, avait créé des fonds en fiducie pour nous. Mais alors que le mien était bloqué jusqu'à mes 40 ans, une décision que j'avais approuvée, Solange avait convaincu mes parents de supplier grand-père de lui verser une allocation. Une allocation de 20 000 euros. Par mois. Comment je le sais? L'année dernière, grand-père Baptiste avait eu des problèmes de santé. Il m'avait demandé de venir à Marseille pour l'aider à mettre de l'ordre dans ses finances. Solange a dit que c'était trop compliqué, m'avait-il dit, avec une ombre de déception dans la voix. Et tes parents? Eh bien, tes parents sont tes parents. Pendant un mois, j'avais plongé dans ses comptes. J'avais vu les transferts mensuels. Et j'avais aussi vu les dettes que Solange accumulait en plus de son allocation. Des crédits à la consommation pour des sacs à main, des prêts pour des voitures, elle était un trou noir financier. Grand-père le savait, mais il continuait de payer, par lassitude. Assise à l'arrière du taxi, j'ai regardé les lumières de la vallée. J'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché le numéro de Baptiste. Ma main a tremblé en appuyant sur l'icône d'appel. Une partie de moi, l'enfant de 10 ans humilié, se demandait si c'était « petit » de faire ça. Ne devrais-je pas simplement encaisser, encore une fois, pour « maintenir la paix ?» Puis j'ai revu le regard de ma mère, se détournant de moi avec une indifférence glaciale. Non. Ce n'était pas petit. C'était nécessaire. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était grave, toujours empreinte d'une autorité naturelle. Léonie? Que se passe-t-il? Tu ne devrais pas être au chalet? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai activé mon mode consultante. Bonsoir, grand-père. J'ai un incident à te rapporter, ai-je commencé, d'une voix factuelle. Je lui ai exposé les faits. L'arrivée. L'absence de réservation. Les mots exacts de Solange, notre vraie famille. La complicité silencieuse de mes parents. J'ai rapporté les faits comme je l'aurais fait pour un audit de système. Les données doivent parler d'elles-mêmes. De l'autre côté de la ligne, il y a eu un long silence, seulement interrompu par sa respiration qui devenait plus lourde. Baptiste Dumont n'était pas un homme démonstratif, mais je savais reconnaître les signes d'une colère contrôlée. Je comprends, a-t-il finalement dit, sa voix basse et lourde. Tu as bien fait d'appeler. Je m'en occupe. Je ne te demande rien, grand-père, je sais ce que tu demandes ou non, Léonie.
Je m'en occupe. Toi, mets-toi à l'abri. Ne les laisse pas te faire de mal. Je suis dans un taxi pour Moutier. J'avais réservé un autre hôtel. J'ai cru l'entendre sourire au téléphone. Tu as toujours été la plus intelligente. Bien. Ne réponds pas à leurs appels ce soir. Laisse-moi gérer. Nous avons raccroché. J'ai payé le taxi et je suis entré dans le lobby de l'hôtel 4 étoiles. C'était calme, élégant, sans fioritures. C'était parfait. Au moment où la réceptionniste me tendait ma clé de chambre, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Appel manqué, Solange. Appel manqué, Solange. Appel manqué, Solange. Je l'ai regardé vibrer. 10 appels manqués en moins de 2 minutes. La tempête avait commencé. J'ai ignoré les appels. J'ai pris ma clé, je suis monté dans ma chambre et j'ai fermé la porte à double tour. Le silence était merveilleux. J'ai commandé un service d'étage, un simple club sandwich et une bouteille d'eau pétillante et j'ai commencé à remplir la baignoire. Mon téléphone, posé sur le marbre de la salle de bain, continuait de s'illuminer frénétiquement. C'était comme regarder un animal en cage. J'ai décidé de lire les messages. Le premier était de Solange. Le ton était manipulateur. Amandine pleure à cause de toi, Léonie. Elle voulait te voir. Tu es en train de gâcher le Noël d'une enfant. Tu ne penses qu'à toi. Reviens tout de suite. Le suivant, 1 minute plus tard. Mes amis arrivent pour le dîner ce soir. L'influenceur Paris Luxury Life est là. J'avais prévu de tout poster sur Instagram. Tu es en train de m'humilier. Tu fais honte à la famille. L'ironie de cette phrase m'a presque fait rire. Puis vinrent les messages de mes parents. D'abord, mon père, Hervé. Ta sœur a dit que c'était une erreur de réservation. On peut ajouter un lit d'appoint dans leur suite. Ne fais pas d'histoire. Puis ma mère, Martine, plus directe. Léonie, on aurait pu ajouter une autre chambre, mais comme Solange l'a dit, nous donnons la priorité à la vraie famille. Tu es indépendante maintenant, n'est-ce pas? Avec ton salaire, tu peux bien te payer une chambre. Ce n'est pas un drame. Pourquoi es-tu si susceptible? Solange a un mari et une enfant. Tu devrais comprendre. J'ai fermé les yeux. Tu devrais comprendre. Cette phrase avait été la bande-son de ma vie. Comprends que Solange a besoin de la plus grosse part de gâteau. Comprends que Solange a besoin d'une voiture neuve pour ses 18 ans, alors que je devais prendre le bus. Comprends que Solange obtient tout ce qu'elle veut, parce qu'elle est sensible, alors que moi, j'étais forte. Je me suis assise sur le bord de la baignoire, l'eau chaude fumante. Leur logique était tellement tordue. Ils me punissaient pour mon succès. Ils me punissaient pour ne pas avoir besoin d'eux. Honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous retourné au chalet pour ne pas faire d'histoire, ou seriez-vous parti, comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, car à ce moment-là, je me sentais incroyablement seule. J'ai posé le téléphone et je suis entrée dans le bain. L'eau chaude a détendu mes muscles, mais mon cerveau tournait à plein régime. Et soudain, une pièce manquante du puzzle s'est mise en place. Ce n'était pas juste de la méchanceté gratuite. C'était une vengeance. Flashback rapide, 1 mois plus tôt. J'étais dans mon bureau à Paris. Un email de Solange est arrivé. C'était inhabituel, elle préférait les SMS ou les appels dramatiques. Celui-ci était presque professionnel. Chère Léonie, j'espère que tu vas bien. Je monte enfin ma société d'événementiel de luxe. J'ai une opportunité incroyable. J'ai besoin d'un prêt de démarrage de 100 000 €. La banque est d'accord, mais ils ont besoin d'un co-signataire, juste une formalité. Pourrais-tu le faire? Tu gagnes tellement bien ta vie, ce ne serait qu'une signature. Bisous. J'étais consultante en risque. J'ai demandé le plan d'affaires. Ce que j'ai reçu était une brochure de 3 pages avec des photos de Pinterest et aucune projection financière réaliste. J'ai vérifié les antécédents de la banque. C'était un prêteur privé au taux d'intérêt exorbitant. J'ai refusé. Poliment, mais fermement. Solange,
Je ne peux pas mettre mon nom là-dessus. C'est financièrement irresponsable. Je ne peux pas prendre ce risque. Elle n'avait pas répondu. Fin du flashback. J'ai regardé mon téléphone sur le marbre. Maintenant, je comprenais. L'humiliation publique à Courchevel. L'exclusion délibérée. C'était sa punition pour mon refus. C'était sa façon de me montrer ce qui arrive quand on dit non à la princesse Solange. Je suis sortie du bain, un frisson me parcourant l'échine. À ce moment-là, je pensais que c'était juste une vengeance puérile. Je pensais que le pire était passé. Je ne savais pas que ce refus de co-signer un prêt de 100 000 € était la corde qui venait de se resserrer, non seulement autour de son cou, mais aussi autour du mien. La nuit à l'hôtel de Moutier a été la meilleure nuit de sommeil que j'avais eue depuis des mois. Le silence. Pas de drame. Pas de chuchotement passif-agressif. Le lendemain matin, j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester ici. Non seulement je n'étais pas la bienvenue au chalet, mais je ne voulais plus respirer le même air de montagne que. J'ai réservé le premier vol que j'ai trouvé depuis l'aéroport de Chambéry à environ 1h30 de route à destination de Paris-Orly. Mon Noël se passerait chez moi, à Paris, avec mon chat et un bon livre. J'ai commandé un autre taxi. Alors que nous descendions les lacets de la montagne, mon téléphone, que j'avais mis en mode « ne pas déranger », affichait un nombre absurde de notifications manquées. 52 appels. Des dizaines de messages. Je les ai tous ignorés. Je suis arrivée à l'aéroport de Chambéry. C'est un petit aéroport, surtout fréquenté par les skieurs. J'ai passé la sécurité et je me suis assise dans le petit salon d'attente. J'ai commandé un café et j'ai finalement ouvert ma boîte mail. Il y avait un email. Envoyé il y a 1 heure. De Baptiste Dumont à Léonie Dumont, Solange Dumont, Hervé Dumont, Martine Dumont, Bastien, nom de famille de Bastien, objet, décision finale. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai cliqué dessus. L'email était court, concis, et absolument brutal. Le style de Baptiste Dumont. À tous. Ce matin, j'ai été informé d'un incident au chalet de Courchevel qui déshonore le nom de notre famille. Le traitement cruel et prémédité infligé à Léonie, ma petite fille, est une insulte que je ne tolérerai pas. C'est le symptôme d'une maladie profonde, une obsession pour l'apparence, une pourriture morale, et un mépris total pour les véritables liens familiaux. J'ai passé ma vie à construire quelque chose à partir de rien. Je l'ai fait pour que ma famille puisse vivre en sécurité, pas pour qu'elle puisse devenir une parodie de gens riches et oisifs. En conséquence, avec effet immédiat. Tout soutien financier de ma part à Hervé, Martine et Solange est gelé. Cela inclut, mais n'est pas limité à, l'allocation mensuelle de 20 000 € versée à Solange. Les garanties que j'ai fournies pour vos divers biens, voitures, appartements, seront révoquées à leur date de renouvellement. Le chalet de Courchevel sera vendu. Je dois vous rappeler que vos modes de vie luxueux dépendent entièrement de ma bonne volonté. Ceux qui ont perdu de vue l'essence même de la famille, noyés dans la vanité et la prétention, ne méritent plus de tels privilèges. Ne tentez pas de me contacter pour contester cette décision. Elle est irréversible. Considérez cela comme la conséquence directe de vos actes. Baptiste Dumont. J'ai lu l'email 1 fois. Puis 2 fois. Un sentiment étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la joie. C'était une validation. Une justice froide. Le système que je ne pouvais pas réparer venait d'être mis hors tension par son administrateur principal. Au même instant, comme s'il venait de lire l'email à la seconde même, mon téléphone a explosé. Ce n'était plus une vibration, c'était une convulsion. Appel entrant, Solange appel entrant, maman appel entrant, papa appel entrant, Solange. Ils essayaient tous en même temps. Une panique pure et totale. Leur vie, construite sur du sable doré, venait de rencontrer la marée montante. J'ai fait quelque chose que j'attendais de faire depuis 20 ans. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation et j'ai éteint mon téléphone. L'hôtesse de l'air a annoncé l'embarquement pour le vol AF 7421 à destination de Paris-Orly. Je me suis levée, j'ai jeté mon gobelet de café vide et j'ai marché vers la porte d'embarquement. En montant les marches de la passerelle,
j'ai regardé par la fenêtre de l'aéroport. La neige tombait doucement sur les Alpes. La photo de Noël parfaite que Solange voulait tant pour Instagram n'existerait jamais. Et je savais que pour elle, cette humiliation sociale était peut-être encore pire que la catastrophe financière qui venait de lui tomber dessus. Quelques heures plus tard, j'étais chez moi. Mon appartement en attique dans le Marais était silencieux, baigné de la lumière grise de décembre. Mon chat, un Maine Coon nommé Archimède, m'a accueilli en ronronnant. Le contraste entre le chaos de ma famille et la paix de mon sanctuaire était saisissant. J'ai préparé un thé et je me suis assise sur mon canapé. Il était temps. J'ai rallumé mon téléphone. C'était une avalanche. Plus de 100 messages. 30 messages vocaux. J'ai décidé de commencer par les messages vocaux. Le premier était de Solange. Sa voix était méconnaissable. Fini le ton mielleux et sarcastique. C'était un cri hystérique, aigu. Léonie. Où es-tu? Qu'as-tu fait? Grand-père a tout coupé. Il a tout coupé. Comment je vais payer les prêts? Comment je vais payer l'école d'Amandine? C'est une école privée, Léonie. Tu dois l'appeler. Dis à lui que c'était une blague. Dis à lui que tu nous pardonnes. Léonie, réponds-moi. Bip. Le suivant était de ma mère, Martine. Elle pleurait. Pas des larmes de remords, mais des larmes de panique. Léonie, chérie, c'est maman. C'est une catastrophe. Ton père et moi, la caution pour notre appartement à la retraite? C'est 150 000 euros. 150 000 euros. Nous allons les perdre. Et notre mutuelle? La mutuelle privée que grand-père payait, elle va être annulée. Ton père a besoin de ses médicaments pour le cœur. Tu ne peux pas nous faire ça. Appelle-le, je t'en supplie. Bip. Le troisième était de mon père, Hervé. Il tentait l'approche de l'autorité, mais sa voix tremblait. Léonie. C'est ton père. Ce que tu as fait est irresponsable. Tu as déclenché une crise familiale. Tu dois arranger ça. C'est ton devoir de fille. Bip. Et puis un autre de ma mère. J'ai dit des choses horribles, je le sais, je suis désolée, d'accord? Je suis désolée. Mais ce n'est pas le moment pour ta susceptibilité. C'est une crise. Leur désespoir était palpable. Leur arrogance avait disparu, remplacée par la peur la plus primitive, celle de perdre leur confort. J'ai posé le téléphone, le cœur lourd. Je n'avais jamais voulu ça. Je voulais juste être respectée. Ou au moins, être laissée en paix. Le téléphone a sonné dans ma main. Un appel entrant. Bastien. Le mari de Solange. J'ai décroché, par curiosité. Léonie, a-t-il crié, sa voix résonnant de panique. Qu'est-ce que tu as fichu? Tu as tout détruit. Tu dois appeler ton grand-père et lui dire d'arrêter ça. Je suis restée calme. Bastien, je n'ai rien fichu. J'ai simplement rapporté des faits. C'est une affaire entre vous et Baptiste. Je n'ai rien à voir là-dedans. Rien à voir, a-t-il hurlé. Tu ne comprends pas l'ampleur du désastre? Nous n'allons pas seulement perdre la location. Nous allons perdre le chalet. Je fronçai les sourcils. Le chalet va être vendu, oui. Grand-père l'a écrit. Non. Non, tu ne comprends pas. Nous allons le perdre, et nous devrons quand même payer. Solange. Solange l'a utilisé comme garantie. Le sang dans mes veines s'est glacé. Comment ça, comme garantie? Elle a contracté un prêt, dit-il, sa voix se brisant. Elle m'a caché un prêt. Un prêt privé de 500 000 euros. 500 000 euros. Elle a utilisé le chalet comme caution. Mon cœur s'est arrêté de battre. 500 000 euros? Mais, c'est impossible, Bastien, ai-je dit, mon cerveau d'analyste prenant le dessus. Le chalet est dans un trust au nom de grand-père. Solange n'a pas le pouvoir de l'hypothéquer. Sauf si... Le silence au bout du fil était assourdissant. Et puis, l'image de l'email d'il y a un mois m'est revenue. L'email demandant ma signature pour un prêt de 100 000 euros.
Non. J'ai soudain compris. Ce n'était pas 100 000 euros. C'était bien plus. Et ce n'était pas le chalet qu'elle avait mis en garantie. J'ai regardé mon téléphone, horrifié. Bastien, ai-je dit lentement. Sur quel document Solange a-t-elle contracté ce prêt? Je ne sais pas, sanglota-t-il. Je viens de trouver les papiers. Il y a ton nom dessus, Léonie. Il y a ton nom partout. J'ai raccroché. J'ai failli vomir. Je me suis précipitée vers mon ordinateur. Ce n'était plus une histoire de famille. C'était une fraude. Et ma sœur venait de faire de moi sa complice. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était devenu clair comme du cristal. La peur avait fait place à une fureur froide. C'était mon domaine. L'analyse, les données, la découverte de la vérité. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai immédiatement appelé Maître Dubois, l'avocat de longue date de mon grand-père à Marseille. Je le connaissais bien pour avoir travaillé avec lui sur les finances de Baptiste. Maître Dubois, bonsoir. C'est Léonie Dumont. Nous avons un problème très grave. Léonie, sa voix était calme. J'attendais votre appel. J'ai déjà eu votre grand-père au téléphone. Il est furieux. Il m'a parlé de la situation à Courchevel. C'est pire que ça, maître, ai-je dit. Oubliez la réservation d'hôtel. Je crois que Solange a commis une fraude. Une fraude très importante. Et elle a utilisé mon nom. Il y eut un silence. Expliquez-moi. Je lui ai tout raconté. L'email d'il y a un mois demandant une cosignature pour 100 000 euros. Mon refus. L'appel de Bastien, paniqué, parlant d'un prêt de 500 000 euros et de mon nom sur les documents. Envoyez-moi cet email. Immédiatement, dit Dubois, son ton devenant urgent. Je l'ai fait. Pendant qu'il examinait, je repensais à la situation. Solange, désespérée par ses dettes, avait besoin d'argent frais. L'email pour 100 000 euros n'était qu'un test. Quand j'ai refusé, elle n'a pas abandonné. Elle est passée à l'étape supérieure. Elle avait probablement besoin de 500 000 euros pour couvrir toutes ses dettes et maintenir son style de vie. Et pour obtenir ce prêt d'un créancier privé peu scrupuleux, elle avait besoin d'une garantie. Pas le chalet, elle ne le pouvait pas. Mais elle avait besoin d'un garant solvable. Moi. Maître Dubois a repris la parole. Léonie. Je viens de lire l'email. C'est accablant. Mais j'ai aussi fait une vérification rapide. Votre sœur a bien contracté un prêt de 500 000 euros il y a 3 semaines. Le garant, c'est vous. Elle a falsifié votre signature électronique. La colère a explosé dans ma poitrine, si forte que j'ai eu du mal à respirer. Ce n'était plus une injustice d'enfance. Ce n'était plus une insulte dans un hall d'hôtel. C'était une tentative délibérée de détruire ma vie. Elle était prête à me jeter en prison, à ruiner ma réputation financière, tout ça pour sauver ses sacs à main Dior et ses apparences sur Instagram. Elle avait l'intention de faire défaut sur le prêt, et les créanciers seraient venus me chercher, moi. L'humiliation à Courchevel, c'était la cerise sur le gâteau, une façon de me punir tout en sachant qu'elle venait de potentiellement détruire ma vie. Que faisons-nous, ai-je demandé, ma voix tremblant pour la première fois. Nous contre-attaquons, dit Dubois. Votre email de refus est votre bouclier. Il prouve que vous étiez au courant d'une demande et que vous l'avez refusée. C'est une preuve de non-consentement. Nous allons immédiatement déposer une plainte pour fraude et usurpation d'identité. Une plainte? Contre ma propre sœur? Ce n'est plus votre sœur, Léonie. C'est une criminelle qui vous a ciblé. Votre grand-père sera d'accord. Il faut protéger vos actifs, et le nom de la famille. Immédiatement. J'ai donné mon accord. Ce n'était plus une affaire de sentiment. C'était une affaire légale. L'histoire que je vous raconte est devenue bien plus sombre que je ne l'aurais jamais imaginé, n'est-ce pas? On passe d'un simple drame familial à une affaire de fraude à grande échelle. Regard caméra, ne partez pas rester avec moi, car la suite est le moment où tout bascule. Et si vous venez de nous rejoindre et que vous êtes aussi choqué que moi, assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de la résolution de cette affaire. J'ai raccroché avec l'avocat.
Mon appartement parisien me semblait soudain très froid. J'étais seule, mais je n'étais plus une victime passive. J'étais une plaignante. Quelques minutes plus tard, un nouvel email est arrivé. C'était Baptiste, mon grand-père. Il était en copie d'un email envoyé par Maître Dubois à Solange et Bastien. L'objet était simple, notification de poursuite judiciaire pour fraude et usurpation d'identité. L'email s'arrêtait là. Juste en dessous, mon grand-père avait ajouté une ligne, adressée à moi seule. Léonie. Maître Dubois va aussi demander une ordonnance de protection, une mesure d'éloignement, pour toi. Approuve-la. Ta sœur est dangereuse. J'ai fermé mon ordinateur. Dangereuse. Ma propre sœur. Le mot résonnait dans le silence de mon appartement. Les 2 semaines qui ont suivi ce Noël ont été les plus étranges de ma vie. D'un côté, ma vie professionnelle à Paris continuait comme si de rien n'était. Je dirigeais des réunions sur l'avenir de l'IA, je déjeunais avec des collègues, je travaillais sur mon projet. De l'autre, un drame juridique et financier d'une ampleur sismique se déroulait en coulisses. Le silence de Solange était total. Son compte Instagram, autrefois mis à jour toutes les heures avec des photos de cocktails, de tenues et de « moments parfaits », était devenu muet. Plus de publications. Plus de stories. C'était comme si elle avait cessé d'exister en ligne. La réalité, bien sûr, était bien moins glamour. Bastien, son mari, m'a envoyé un seul message. Il était bref et dénué de la panique de son dernier appel. Il était résigné. J'ai demandé le divorce. Je ne peux pas être entraînée là-dedans. Je cherche une école publique pour Amandine. J'espère que tu trouveras la paix, Léonie. Tu le mérites. Il essayait de sauver sa propre peau, mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Puis vinrent les emails de mes parents. Ils avaient quitté Courchevel en catastrophe, humiliés et terrifiés. Ils étaient retournés dans leur maison luxueuse, payée par grand-père, et attendaient que la foudre tombe. L'email de mon père, Hervé, est arrivé en premier. Pour la première fois de sa vie, il semblait sincère. Léonie. Je n'ai pas de mots. Je relis l'email de ton grand-père chaque jour. Nous avons été des imbéciles. J'ai honte de mon comportement et de la façon dont nous t'avons traité pendant toutes ces années. Nous avons trop gâté Solange, et nous avons été si froids avec toi. Je suis désolé. C'était la première fois qu'il me présentait des excuses. Cela m'a touchée, mais j'étais trop fatiguée pour y répondre. L'email de ma mère, Martine, est arrivé 2 jours plus tard. Il était plus pratique. Notre mutuelle privée est coupée au 1er janvier. Nous devons maintenant utiliser la sécurité sociale de base. Ton père et moi réalisons enfin le coût réel des soins de santé. Ces médicaments pour le cœur coûtent une fortune sans couverture complète. Nous allons devoir vendre la maison. J'espère que tu es satisfaite. L'ancienne Martine était toujours là, cachée derrière la panique. La petite pique finale, j'espère que tu es satisfaite, montrait qu'elle me tenait toujours pour responsable, et non ses propres choix de vie. Ma vie, en revanche, était en plein essor. Mon projet d'IA avait été un succès retentissant. J'ai reçu un email de ma direction m'annonçant une promotion, directrice du département d'éthique. Mon salaire allait augmenter de manière significative. Je regardais pour acheter un 2e appartement, comme investissement. Mon grand-père m'a appelé. Pas d'email. Un appel. Léonie, dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. Je voulais juste te féliciter pour ta promotion. Je l'ai lu dans la presse spécialisée. Merci, grand-père. Parfois, continua-t-il, l'éveil à la vérité de la vie apporte de la douleur, Léonie. Mais c'est une douleur nécessaire. Tu as fait ce qu'il fallait. Et Solange, ai-je demandé. Les avocats s'en chargent. Elle est coopérative. Elle n'a pas le choix. Nous avons parlé encore un peu, puis nous avons raccroché. Je me sentais vidée. La justice avait été rendue, mais il n'y avait pas de feu d'artifice. Il n'y avait qu'un sentiment de vide après la tempête. Mais je me trompais. La tempête n'était pas tout à fait terminée. Le silence de Solange était le plus effrayant. Une bête blessée,
Acculée, est la plus dangereuse. Je connaissais ma sœur. Elle n'allait pas sombrer en silence. Je me demandais juste, quelle serait sa prochaine attaque. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Une semaine plus tard. J'étais dans mon bureau, en réunion avec mon équipe. Mon assistante est entrée, l'air pâle. Léonie, Monsieur Dubois, le directeur des ressources humaines, veut vous voir. Tout de suite. C'est urgent. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai quitté la réunion et j'ai traversé l'open space jusqu'au bureau vitré du DRH. Le PDG de la filiale France était là aussi. Assis. L'air grave. Asseyez-vous, Léonie, dit le DRH. Cette fois, j'ai paniqué. Vraiment. L'argent, je peux le gagner. L'amour de ma famille, je n'en avais plus besoin. Mais ma carrière, ma réputation. C'était mon sanctuaire. C'était la seule chose que j'avais construite moi-même, brique par brique, sans l'aide de personne. Nous avons reçu un email, commença le PDG, en me regardant fixement. Un email anonyme. Il a été envoyé à tout le conseil d'administration. Il a fait glisser un iPad sur la table. Je l'ai lu. L'email était une attaque vicieuse, conçue pour me détruire. Il m'accusait d'utiliser les ressources de l'entreprise et mon temps de travail pour gérer les finances personnelles d'un membre de ma famille, faisant référence à l'aide que j'avais apportée à mon grand-père. Il m'accusait d'être mentalement instable, émotionnellement compromise. Et puis le coup de grâce, la phrase conçue pour me tuer professionnellement. Comment une personne impliquée dans une fraude familiale de plusieurs centaines de milliers d'euros peut-elle être en charge de l'éthique de votre entreprise? Elle a un comportement non éthique. Solange. C'était sa signature. Elle ne pouvait pas me battre sur le terrain financier ou juridique, alors elle essayait de détruire la seule chose qui comptait pour moi. C'était le coup le plus bas, le plus vicieux. Elle voulait me prendre mon gagne-pain. Elle voulait me voir détruite, au chômage, aussi désespérée qu'elle. J'ai relevé la tête de l'iPad. Mes mains tremblaient, mais j'ai puisé au fond de moi cette même colère froide que j'avais ressentie dans le hall du chalet. Messieurs, ai-je commencé, ma voix étonnamment stable. Je suis heureuse que vous m'ayez convoqué. Je suis actuellement la victime d'une affaire complexe de fraude et d'usurpation d'identité, perpétrée par ma sœur. J'ai pris une grande inspiration. J'ai tout déballé. Pas le drame familial, pas l'humiliation. Les faits. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que ma sœur avait falsifié ma signature pour obtenir un prêt de 500 000 euros. J'ai immédiatement porté plainte. La personne qui vous a envoyé cet email n'est pas une lanceuse d'alerte. C'est une criminelle qui tente de se venger de moi pour avoir découvert ses agissements. Le DRH et le PDG se sont regardés. Ce sont des accusations graves, Léonie, dit le PDG. En effet, ai-je répondu. J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti un document que Maître Dubois m'avait fait parvenir la veille. Ceci, dis-je en le posant sur la table, est une copie de l'ordonnance de protection que j'ai obtenue contre ma sœur. Elle n'a plus le droit de m'approcher ou de me contacter. Y compris par des moyens détournés, comme cet email. Le silence dans le bureau était total. Le PDG a pris l'ordonnance. Il l'a lue. Il a regardé le DRH. Puis il m'a regardé. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Léonie. Votre département s'appelle Éthique et Conformité. Il semble que vous soyez la personne parfaite pour ce poste. Vous gérez cette situation avec un professionnalisme remarquable. Le DRH a hoché la tête. Nous allons classer cet email comme une tentative de harcèlement malveillant. Prenez quelques jours de congé si vous en avez besoin. L'entreprise vous soutient à 100%. Je suis sortie de ce bureau en tremblant, mais cette fois, c'était de soulagement. Solange avait tiré sa dernière balle. Elle avait visé mon cœur, ma carrière. Et elle avait manqué sa cible. Elle n'avait plus d'armes. Et moi, j'étais enfin,
vraiment, complètement libre. Le printemps est arrivé à Paris. La lumière changeait, les jours rallongeaient. Depuis la débâcle de Noël, 3 mois s'étaient écoulés. Ma vie avait non seulement repris son cours, mais elle était devenue plus brillante. Ma promotion était officielle. Mon équipe me respectait, et la tentative de sabotage de Solange n'avait fait que renforcer la confiance de ma direction. J'avais trouvé un équilibre que je n'avais jamais eu, libéré du poids mort de ma famille toxique. Et eux? Leur vie avait été changée à jamais. Mes parents avaient dû vendre leur maison luxueuse. Ils vivaient désormais dans un 3 pièces modeste à Créteil, en banlieue parisienne. Ils vivaient de leur véritable retraite, sans les suppléments de grand-père. L'email de ma mère, cette semaine, était différent. Nous avons fait les courses au supermarché aujourd'hui. J'ai comparé les prix. C'est instructif. Ton père et moi marchons beaucoup. C'est bon pour sa santé. Le luxe est momentané, Léonie, mais la sécurité d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est réel. Je commence à comprendre. Pour la première fois, je l'ai cru. Et Solange? L'affaire de fraude avait été réglée à la manière de Baptiste Dumont. Pas de prison. Il ne voulait pas ce genre de scandale public. L'accord était simple, et négocié par Maître Dubois. Solange devait renoncer à tout héritage futur, présent et passé. Elle devait signer des documents irrévocables. Et elle devait suivre une thérapie psychologique intensive, aux frais de grand-père, mais avec des rapports envoyés à l'avocat. Elle avait accepté. Elle n'avait pas le choix. Elle et Bastien étaient officiellement divorcés. Elle avait perdu la garde principale d'Amandine. Elle travaillait maintenant. Un vrai travail. Vendeuse dans une boutique de vêtements de milieu de gamme. Son Instagram avait été définitivement supprimé. La vraie vie l'avait rattrapée. L'autre jour, j'ai reçu un colis. De Marseille. C'était un cadeau d'anniversaire en retard de la part de mon grand-père. Une boîte simple. À l'intérieur, un collier de perles Aquaya, d'une élégance discrète. La carte, écrite de sa main ferme, ne contenait qu'une phrase. La vraie brillance réside en ceux qui se tiennent sur leurs propres pieds. J'ai souri en attachant le collier. Il avait raison. C'est une fin étrange, n'est-ce pas? La justice a été rendue, mais pas par un tribunal. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le pardon est possible après tout ça? Mon grand-père a-t-il eu raison de lui donner une dernière chance, une thérapie obligatoire au lieu de la prison, ou méritait-elle d'affronter des conséquences légales plus sévères? J'aimerais vraiment connaître votre opinion dans les commentaires. Tout semblait réglé. La boucle était bouclée. Mais en rangeant le collier, j'ai ouvert un tiroir. Et j'ai vu la petite boîte que j'avais achetée avant de partir pour Courchevel. Le cadeau de Noël pour Amandine. Il restait un lien. Un fil ténu. La seule personne innocente dans tout ce désastre. J'ai pris la petite boîte dans mes mains. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une simple barrette à cheveux en nacre, ornée d'une petite perle. Je l'avais achetée en pensant qu'à 7 ans, Amandine était peut-être assez grande pour avoir son premier, vrai, bijou. J'ai refermé la boîte. Que faire de ce lien? Amandine était le sang de Solange. La fille de la femme qui avait essayé de ruiner ma vie. Mon premier instinct était de couper ce pont. De me protéger. Ne plus jamais laisser cette branche de la famille m'atteindre. Mais Amandine n'avait pas détourné le regard à l'hôtel. Elle m'avait regardé, ses yeux remplis d'une confusion triste. Elle n'était pas ses parents. Alors que je tenais la boîte, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une photo. Une photo d'Amandine, souriante, dans un uniforme d'école publique. Elle tenait un dessin. Elle avait l'air normal. Elle n'était pas couverte de logo de créateur. Elle avait l'air heureuse. Un deuxième message est arrivé, du même numéro. Bonjour Léonie, c'est Bastien. J'espère que je ne vous dérange pas. Amandine s'adapte bien. C'est une enfant formidable. Elle m'a demandé de vous envoyer ça. Un troisième message est apparu. Tapez lentement, avec les fautes d'un enfant. Tati Léonie, quand est-ce que je peux te revoir?
Tati Léonie, quand est-ce que je peux te revoir? Je suis restée assise sur mon canapé pendant un long moment, regardant ces mots. Le cycle de la toxicité, le drame, la jalousie, il s'arrêtait là. Il pouvait s'arrêter avec moi. Solange et mes parents avaient fait leur choix. Amandine, elle, méritait les siens. La douleur nécessaire dont parlait mon grand-père avait enfin commencé à guérir quelque chose. J'ai pris mon téléphone. Mes doigts ont tapé la réponse. Bientôt, Amandine. Bientôt. J'ai aussi très hâte de te voir. Et j'ai un petit quelque chose pour toi. J'ai rangé la barrette dans mon sac. J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement. Le soleil de printemps brillait sur les toits de Paris. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme le mouton noir. Je n'étais pas l'autre. Je me suis rendu compte que se tenir sur ses propres pieds ne signifie pas être seul. Cela signifie simplement choisir les personnes qui méritent de se tenir à vos côtés. J'ai perdu la famille, factice, qui m'avait été imposée, mais j'ai trouvé ma propre vérité, j'ai renforcé mon lien avec mon grand-père, et j'ai ouvert la porte à une nouvelle relation avec ma nièce. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, avez vécu un drame familial toxique similaire, ou si vous avez dû vous battre pour votre propre dignité, sachez que vous n'êtes pas seul. Et n'ayez jamais, jamais peur de choisir votre propre bien-être. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a fait réfléchir, merci de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Et s'il vous plaît, partagez votre propre expérience ou vos sentiments dans les commentaires. Je vous promets, je lis absolument tout. Prenez soin de vous.